Je suis directeur du CDM Ouest, en fait. Ok, donc je vais essayer de... je vais changer complètement de sujet. Enfin non, on reste en épidémiologie. Mais je vais essayer d'être volontairement un petit peu polémique par rapport au talk qu'on a vu avant, qui était très bien, hein, c'est pas comme ça que je le dis, mais en tant que personne qui travaille en épidémiologie et qui travaille en santé publique beaucoup, je vais donner peut-être une perspective un peu différente et insister sur l'utilisation de données. Okay, je donnerai ce document à qui le demande. Je le précise, c'est du code qui est généré en R. C'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, on parlait de Python hier. Je vais dire je hais Python. Donc, j'aurais pu faire la même chose en Python, mais je l'ai fait en R parce que j'ai horreur de Python. Ce que vous voyez là, vous verrez, il y a quelques trucs que j'ai été chercher sur le web quand je compilais mon document. Donc c'est pour vous montrer, et c'est un peu le but de mon exposé. Je n'ai même pas regardé quand j'ai commencé à parler, tu me fais signe. Le but, c'est de vous dire, il y a des données qui sont disponibles, pas forcément les données épidémiologiques, mais ce qui est sous-jacent, et ça, j'aimerais bien que les gens les utilisent. Et quand je dis j'aimerais bien, je précise, je suis dans le board éditorial de plusieurs journaux. Il y a beaucoup de papiers en épidémio qui passent sous mes yeux. Donc, quand je dis j'aimerais bien qu'on les utilise, c'est un hint assez fort de ce que je veux voir. Si jamais ça vous prenait l'envie d'essayer de... j'ai le même problème que Jean hier. Je travaille qu'en anglais. Et donc, je risque de faire des choses un peu bizarres au niveau du français. Je m'excuse par avance. Si vous voulez compiler le code qui génère ces transparents, il vous faut du RStudio, du LaTeX, des choses. Mais vous verrez, je vais vous montrer un peu de code. Je ne vais pas passer longtemps dessus. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire. Donc, on vit dans un monde où les données sont devenues la principale valeur marchande. Si vous regardez les 5 compagnies les plus cotées au monde, il y a 20 ou 30 ans, c'était des pétroliers, des assurances, des choses comme ça. Maintenant, c'est 5 compagnies liées à l'informatique. Okay, Facebook, Microsoft, Apple, Google, et je ne me rappelle plus lequel autre, mais les 5 compagnies les plus, avec la plus grande valeur marchande au monde, c'est 5 compagnies de données. Okay, donc, c'est quelque chose qui est là pour rester. Il y a eu cette discussion hier dans le talk de Pirono. La science des données, il faut qu'on s'embringue dedans. Il faut faire ça intelligemment et il faut rester mathématicien. Mais n'empêche que si vous ratez le coche, vous avez raté le coche. Moi, je vais insister sur le côté données libres. D'accord ? Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais dire qu'en tant que modélisateur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les données. Je publie encore des papiers complètement théoriques où je n'ai rien à voir avec les données, mais je pense que quand vous faites un problème d'épidémiologie, si vous vous déconnectez du milieu ambiant qui est des données que vous avez, par exemple, de démographie et tout ça, vous vous exposez à un manque de traction avec les autorités de santé publique, par exemple. Et c'est ce que je dis en dernier, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un impact, si vous n'êtes pas là simplement pour faire des maths, il faut que vous vous mettiez un petit peu les doigts dans le cambouis et que vous compreniez d'où sortent les trucs. D'accord ? Ça, c'est très important à mon sens. La stabilité globale, je vais être polémique, on s'en fout. Okay ? Quand je parle à des collègues médecins, si j'arrive et que je leur dis « Oh, j'ai prouvé la stabilité globale », ils me regardent et rigolent. D'accord ? C'est un problème qui n'est pas relevant quand vous travaillez de ce côté-là des choses. Alors, il faut travailler un peu partout, c'est important de faire ces choses-là, mais ça ne devrait pas être la seule chose. Okay ? Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de données. Donc, en gros, très vite,
Il y a deux types de données, les données propriétaires qui sont pénibles, parce qu'elles arrivent, bon, souvent vous ne pouvez pas les avoir, et il y a ce qu'on appelle l'open data, qui est un mouvement récent, qui sont souvent en fait les mêmes données que les données que vous avez dans les données propriétaires, mais après un temps de latence, elles sont diffusées publiquement. Alors, de façon globale, faites attention, il y a une grande variété de licences, parce qu'utiliser des données libres, ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc il faut vous renseigner au sujet des licences d'utilisation. Il y a une grande variété. Il y en a où les gens disent « faites ce que vous voulez ». Il y a des données où les gens sont un peu plus timorés. Il y a aussi une grande variété de qualité. Alors ça, par exemple, je vais montrer des trucs. Il y a des données des Nations Unies. Les données des Nations Unies sont très bien, elles sont globales, mais le problème, c'est que chaque État membre des Nations Unies communique ces données aux Nations Unies, et donc ça vient avec la qualité des données des pays impliqués. Okay. Là, je vous donne un échantillon de portail Open Data. Donc, je suis allé du plus local, donc le premier, c'est celui de la ville où j'habite, Winnipeg. Il y a un portail Open Data de la ville. Vous avez un portail Open Data de la province de l'Alberta, qui est 2 provinces à l'ouest de chez moi. Le Canada a un portail Open Data. L'Europe a un portail Open Data. Les Nations Unies ont un portail Open Data. La Banque mondiale, ça c'est une très très bonne source. Et même l'OMS, vous pouvez accéder à des tonnes de données de l'OMS, de vaccination, de prévalence, de maladies et tout ça. Tout ça est disponible en ligne. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuse pour dire « Ah, je ne sais pas, il n'y a pas ». Non, il y a. Okay, ça y est. Pour récupérer, alors là, ça devient un petit peu le problème. Donc, vous pouvez faire ça à la main. Je l'ai fait sur certains jeux de données, c'est pénible. J'ai décomposé, j'ai récupéré toutes les données de rougeole américaine depuis les années 40. C'est des tables qui sont par période de 10 ans, c'est énorme. Bon, c'est un peu pénible. Vous pouvez même utiliser, il y a des petits machins où vous cliquez sur les points de données et ça vous donne les valeurs. Vous pouvez utiliser ce qui s'appelle une API, bon, utiliser les processeurs de langage naturel, du web scraping, ou bien utiliser les packages. Alors je vais passer très très vite, comme je disais. Je vous montre un exemple tout court, tout simple. Le seul truc qui est important là-dedans, c'est cette ligne de code. Si je fais cette ligne de code dans R, j'utilise un package qui s'appelle WD, c'est pour le... non, pas cette ligne-là, cette ligne-là. WB, c'est pour World Bank, c'est un package R. Ce que je dis, c'est récupérer la population totale du Sénégal pour les 100 dernières, il n'y a pas 100 dernières, mais pour les 100 dernières périodes que vous avez. Et après, tout le reste, là, c'est comment je mets en forme. Okay. Mais cette simple ligne-là me donne, voilà, la population du Sénégal depuis 1960. Et vous avez un plot, vous savez dans quelles conditions vous travaillez, vous savez que la population du Sénégal, c'est à peu près 16 millions. Si vous voulez faire un modèle épidémiologique concernant le Sénégal, vous avez directement accès à ça. D'accord? Et ces données, ça prend même pas une seconde. C'est le temps d'appuyer, ça charge les données, voilà. Alors là, je vais me focaliser vite fait sur un exemple un peu plus travaillé, qui est du travail que je fais avec une collègue au département de maths, qui se trouve être aussi ma compagne, mais bon, un postdoc et d'autres étudiants. Donc là, on regarde une maladie de l'orme, l'arbre. Pour une fois, je ne fais pas de l'épidémiologie humaine, là, qui s'appelle la graphiose de l'orme. En anglais, c'est Dutch Elm Disease. C'est un truc qui est causé par un champignon. J'ai du mal à dire champignon, j'ai un collègue chimiste qui travaille sur les fungus, et quand je dis mushroom, il me tombe dessus. Ils n'aiment pas du tout en anglais qu'on dise champignon pour les fungus. Mais bon, donc c'est causé par un champignon, et ce qui est intéressant, c'est transmis par un coléoptère qui se balade d'arbre en arbre. En fait, alors le coléoptère n'est vraiment pas infecté, c'est juste un porteur. C'est-à-dire qu'il y a des spores qui se mettent sur sa carapace, il rentre dans l'arbre pour manger, et à ce moment-là, il infecte.
Et ça, cette maladie, elle a décimé les forêts urbaines d'Amérique du Nord. Donc en Amérique du Nord, on a des villes, surtout vers l'ouest, qui sont très très étendues et très boisées. Donc la ville de Winnipeg, par exemple, il y a près d'1 million d'arbres dans la ville. C'est très très vert. Et on a la plus grande forêt d'ormes survivante. On a à peu près 60 000 ormes qui restent. Non, enfin ça c'est public. On a à peu près 200 000 ormes qui restent. Beaucoup d'autres villes ont perdu complètement tous leurs ormes. D'accord ? Donc c'est un problème majeur. À Winnipeg, ils coupent 5 000 arbres par an à cause de cette maladie. Donc, alors voilà, vous vous connectez sur le web, c'est ce que je disais avant. Voilà le Open Data Portal de Winnipeg. Vous avez comment s'appelle, un catalogue des trucs qui sont. Là, je n'ai pas tout mis, j'ai juste mis comme ça. Mais vous avez aussi une documentation de l'API. Comment faire pour aller chercher les choses? Alors, pour vous montrer le genre de choses dont je parle, ça, c'est les données pour les ormes, pour tous les arbres. Donc, vous avez une carte. Et puis, vous avez des lignes de données comme ça. Il y en a 300 000, parce qu'il y a 300 000 arbres qui sont catalogués dans la base. Ils ont les coordonnées GPS de chaque arbre dans le truc, l'espèce de chaque arbre, la taille au niveau de ils appellent diameter at breast height de l'arbre. Ils disent le quartier, etc. S'il est affecté par une maladie, vous avez ça. Je zoome un peu, là. Ça, c'est le quartier où j'habite, près de la rivière, enfin du fleuve. Et donc, vous voyez, vous avez une distribution des arbres comme ça. Et voilà. Alors, si je veux récupérer ça, ben, je lis un petit peu la documentation de l'API. Et justement, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est une commande comme ça. Donc, vous voyez, pour récupérer un fichier de 300 000 points de données, j'ai read CSV, je mets l'adresse du CSV et ça y est. J'ai 300 000 points de données avec lesquels je peux faire joujou pour voir. Donc là, j'ai, vous voyez, 300 000 points de données. Oups. Après, là, par exemple, pour vous montrer vite fait ce que je fais, je nettoie, je dis gardez que les ormes. Il y en a 54 000. Alors, quand je pense à la maladie, voilà, ça c'est juste pour résumer ce que la maladie fait. Ce qui est intéressant, là, je vais juste vous montrer une application rapide. C'est qu'il y a, en fait, il y a deux modes de propagation de la maladie. Il y a celle que je disais avant, qui est par les spores sur les carapaces des coléoptères. Mais il y a aussi, s'il y a un orme qui est infecté, dont le système racinaire touche un autre orme, il y a transmission, et alors là, c'est automatique, quoi. Ils pensent que c'est 100% des cas, le fungus se transmet d'un orme à l'autre. Et donc, je vais vous montrer... ah oui, ça, c'était bon. Ça aussi, j'ai chargé 70 ans de données de température juste pour voir, parce que chez nous, il ne fait pas très chaud. Vous voyez, ça, c'est les températures journalières sur ça. Et chez nous, comment s'appelle, les Beatles, ils sont à partir d'à peu près 10 degrés. Donc, c'est une période très courte pour nous. Ça, bon, je vais passer sur ça, je vais juste vous montrer il me reste quoi, 5 minutes, même pas 2 minutes, ok, je passe très vite, je vous montre Donc, on a fait un modèle qui est assez intéressant parce que c'est un modèle en temps discret, parce que les temps d'observation sont très longs. Enfin, les périodes, les observations n'ont pas lieu très souvent. On est en temps discret pour les Beatles, et aussi parce qu'il y a des saisons, et déterministe pour certains des moments, stochastique pour les moments de dispersion, qui concernent juste ces bouts-là des phases des Beatles. Après, on a les arbres, qui ont aussi une dynamique propre, qui est déterminée par la présence de coléoptères. Voilà. Et alors là, je vous montre juste, c'est un problème amusant. Donc, j'ai dit qu'il y avait contamination par les racines, si les racines se touchaient. Mais l'autre jour, on est allé parler aux gens de la ville. Ils nous ont dit, oui, mais quand on creuse des routes, on tue les racines. Donc, quand vous regardez la propagation par les racines, il faut que vous preniez les racines qui sont dans des arbres qui sont sur le même trottoir, mais pas les arbres qui sont des deux côtés de la route. Alors, comment on fait ça? Parce qu'on veut jouer avec les données. Eh bien, c'est très facile. Enfin, donc, très facile, alors je précise, là, c'est beaucoup de calcul. Enfin, il faut avoir une grosse babasse parce que ça fait beaucoup de mémoire. Mais vous calculez toutes les distances 2 à 2 entre tous les ormes.
vous gardez les ormes qui sont à moins de 50 mètres, par exemple, l'un de l'autre, et puis après, vous coupez, vous pouvez récupérer, là c'est encore un autre package qui permet d'accéder aux données. Là, avec il y a 3 instructions, là, elles font plusieurs lignes, mais avec ces 3 instructions, je récupère toutes les routes et toutes les rivières de la ville. Ça me donne à peu près 6000 ou 7000 segments. Et après, il y a une petite fonction toute simple qui est là, st-intersect. Je regarde toutes les paires d'arbres que j'ai gardées, j'en ai 350 000, et je regarde toutes les descriptions de routes et de rivières, et ça détecte les intersections. Et donc, dès qu'il y a une intersection, je jette. Okay, et donc après, je me retrouve avec un truc comme ça. Là, ça va prendre du temps. Là, ça ne se voit pas très bien, mais si vous regardez, enfin, si je pouvais zoomer encore plus, vous verriez que là, je regarde les systèmes racinaires et j'ai les 2 côtés de la rue. Il y a une belle séparation au milieu par les rues qui passent comme ça. Et voilà, et après, donc, on fait ça. Et je finirai juste avec ça pour vous dire, faire un peu de pub locale, enfin locale. Avec James Watmore, on vient de publier un petit numéro spécial sur BMB. Il y a d'ailleurs 2 papiers avec des auteurs camerounais dedans. On a réussi à faire venir quelques personnes. Donc, si vous voulez lire un petit peu... trucs modernes en épidémie, enfin, current trends. On a galéré pour sortir ce truc. Il y a quelques personnes qui nous ont envoyé ça. Mais enfin, voilà, bon, ça c'est tout récent, c'est juste pour mentionner ça. Et voilà, c'est tout. Le cas de l'orme, là, on a, alors, on collabore avec la ville. Et donc la ville a, alors ça, celles-là, elles sont pas publiques par contre, mais ils ont tous les ormes qui sont infectés et qu'ils enlèvent. Et donc, en fait, on confronte, donc les données qu'on a, c'est les données de localisation des arbres et les temps d'infection, c'est-à-dire à quel moment ils ont détecté une infection aux champignons sur un arbre donné. Ils ont les relevés de tous les arbres qu'ils ont. Et en fait, on confronte donc les sorties de notre modèle au genre de trucs qu'ils observent eux. On est encore là, on est au premier stade, donc on arrive à faire tourner le modèle. C'est une grosse, ça prend pas mal de... On a un cluster de 160 corps, ça prend du temps, hein, c'est un gros truc. Mais pour le moment, donc c'est ça. C'est-à-dire, là j'ai vraiment court-circuité cet exposé. Mon point, c'est les données, c'est pas des données épidémiologiques là. Enfin, dans ce cas actuellement, c'est des données épidémiologiques, celles de l'infection. Mais ce que je parle, c'est aussi les données de base. C'est-à-dire que ce que je vois passer, donc par exemple au BMB, je fais à peu près 20 ou 30 papiers pour eux que je handle tous les ans. Et je vois tous les papiers d'épidémie, enfin pas tous, mais beaucoup de papiers d'épidémio qui arrivent. Les gens font des simulations. On me dit la population c'est 100. On me donne des temps de machins qui n'ont aucun sens. Et donc moi je dis, il y a un côté, donc les données épidémiologiques elles-mêmes sont fausses, ça on s'y attend. Mais par contre, il y a un truc sous-jacent sur lequel on peut au moins travailler normalement. Parce que si je vais voir un toubib, après je lui dis, regarde, j'ai un modèle qui tourne, si je normalise tout à 1, tu verras, ça marche comme ça, ils ne comprennent rien. Enfin, tu connais ça. Donc, mon point, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont... les données de recensement et tout ça, c'est facilement accessible et ça devrait être utilisé. Les données, par exemple, là, j'ai pas fait, mais d'ailleurs, j'ai un exposé plus long, si les gens le veulent, je peux le donner aussi, dans lequel je montre comment récupérer les données de vaccination contre la rougeole au WHO. Si tu fais un modèle de rougeole, tu devrais utiliser des nombres qui correspondent à peu près aux prévalences de vaccination à la rougeole qui sont disponibles. Voilà.
Ça, c'est dans le modèle ici, là. J'ai zappé vite fait. Donc, en fait, là, on a deux côtés. On a le côté sain. Donc, A, c'est les... J, c'est les juvéniles. M, c'est les phases de mobilité. Parce qu'en fait, les coléoptères, à Winnipeg, les coléoptères se déplacent 2 fois par an. Donc, ils passent par une phase de mobilité, c'est les M. Et C, c'est caloadults, c'est des adultes jeunes qui sont en train de se nourrir dans la canopée. D'accord? Et en fait, le truc, c'est que l'infection a lieu quand ils quittent l'arbre dans lequel ils sont nés. Donc les coléoptères, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent des galeries dans l'arbre, ils pondent leurs œufs dans les galeries, et c'est quand ils quittent les galeries, si l'arbre est infecté, ils ramassent les spores en partant. Et donc, en fait, l'idée, c'est que c'est un système assez intéressant parce que eux, ils sont porteurs, mais c'est parce qu'ils sont dans un milieu infecté qu'ils deviennent porteurs. Donc, le modèle est très, très compliqué. Là, je ne voulais pas vraiment rentrer dans les détails, mais c'est pas simple. Et la biologie est particulièrement complexe. Donc, on travaille avec le chef forestier de la ville et un type qui est prof de foresterie, comment on dit, qui est un forestier urbain. Et eux, ils connaissent la maladie beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Mais c'est ultra compliqué comme cycle de vie. Mais je peux expliquer à côté, quoi. Bonjour et merci pour l'exposé. Je vais encore enfoncer la chose. J'ai l'un des premiers papiers sur les bifurcations à revers. On a publié avec Pauline Van Den Driesch et Connell McCluskey en 2004 un papier où on montre, c'est le seul papier sur les bifurcations à revers qui montre, ou rétrograde, qui montre que le comportement est global. Donc on a réussi à montrer que dans un cas de bifurcation à revers, la solution tend dans tout l'espace de départ, tend vers l'un des deux équilibres. On en a chié comme pas possible. Ça a été ultra compliqué. On a dû utiliser les théorèmes à la Lie et Muldooney pour ça. Alors, bon, maintenant, je refuse de faire la bifurcation à revers. Je vais expliquer pourquoi. Donc, quand je parle à un médecin, par exemple, ou quand je regarde des données, mettons que vous soyez dans un état de prévalence où vous avez une prévalence positive d'une maladie donnée. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si vous êtes dans un état de bifurcation à revers ou dans un état où R0 est plus grand que 1? C'est impossible. Abba Gumel, qui a fait beaucoup de travail sur ce genre de trucs, était un ancien collègue à moi, il a déménagé maintenant, mais je l'ai embêté pendant des années en lui disant « mais vas-y, donne-moi un moyen de dire qualitativement, j'ai des données qui me montrent, j'ai une prévalence positive, est-ce que je suis dans un état de bifurcation rétrograde ou est-ce que je suis dans un état où R0 est plus grand que 1, sachant que j'ai une imprécision sur mes paramètres qui est telle que je ne suis incapable de décider si je suis dans R0 plus petit que 1 ou plus grand que 1. » Donc, je suis tout à fait d'accord. Je fais encore beaucoup de papiers de maths. Je dis simplement que ça dépend de l'intérêt. Et quand je vois passer des dizaines de papiers qui font la même chose et qui ne semblent pas s'attacher à montrer la relevance épidémiologique du problème et qui se focalisent sur des problèmes de stabilité globale, au bout d'un moment, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je dis « reject without review ». Donc, voilà. Après, non, juste pour Python, c'est simplement, j'ai appris à programmer en C. J'ai toujours indenté mon programme, et à vrai dire, ceux d'entre nous qui ont fait du C pendant un moment, l'un des premiers trucs qu'on apprend à faire, c'est un code qui indente le code. C'est le premier exercice de programmation récursive. Ça m'énerve que l'indentation génère la structure. À mon sens, tout le monde devrait indenter. Si mes étudiants n'indentent pas, ils se prennent des bouffes. Mais ce n'est pas l'indentation qui devrait générer la structure, c'est les parenthèses ouvrantes et fermantes, ou quel que soit le truc. Donc voilà, c'est tout. J'aime beaucoup.
Je n'ai pas utilisé là. Je m'en suis servi dans un cours de modélisation de 2e année où je ne montrais pas beaucoup de maths, mais j'essayais de montrer de la dynamique un peu aux étudiants et des trucs comme ça. Et pour ça, Shiny, c'est fabuleux parce on tire, on pousse des trucs. Et là, je l'ai fait par exemple avec l'équation logistique discrète. Et passer donc en tirant sur un slider, on passe du cas comme ça aux bifurcations, etc. C'est assez sympa. Et finalement, pour les cartes, j'arrive à faire marcher pas mal sur Markdown. Mais c'est vrai que souvent, je ne fais pas tout en Markdown. Markdown, je l'utilise surtout, par exemple, dans un autre aspect de mon travail. Je regarde la propagation potentielle de maladies au niveau international. Et ce qui nous arrive, c'est qu'on reçoit une alerte au sujet d'un pays X ou Y. Et je veux générer un rapport par rapport parce que j'ai l'intégralité des données de transport aérien mondial. Et donc, je veux tirer de ça, par exemple, le volume moyen de voyage au mois donné. Disons que votre événement a lieu en mars, donc quel est le nombre classique, quel est le nombre moyen de passagers en mars depuis le pays X vers le truc comme ça. Donc ça, c'est pour ça que j'utilise Markdown. Là, faire mes slides en Markdown, c'est un petit peu un exercice de style pour montrer que c'est possible, mais c'est pas vraiment, je pense, une utilisation idéale. Mais,